7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Le Conseil d'État est devenu un agent actif de l'affaissement de la souveraineté de la France. Ce sont les mots confiés par Arnaud Montebourg au Figaro, paru hier. Des propos polémiques qui ne viennent qu'alimenter le discours tenu par d'autres depuis bien plus longtemps, déplorant le pouvoir grandissant des juges et la perte de souveraineté française. Pour décortiquer cette accusation, nous recevons aujourd'hui Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors vous êtes président des Patriotes et puis nous sommes aussi en contact avec Guilain Benessa, docteur en droit public, avocat et philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg, auteur d'un premier livre sur l'état de droit à l'épreuve du terrorisme, puis sur le totem de l'état de droit, mais aussi le référendum impossible. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour. Bonjour. Alors Florian Philippot, je vais commencer par vous. Comment avez-vous réagi en lisant ces mots d'Arnaud Montebourg ? J'ai lu avec intérêt cette tribune. La première chose qui m'a un petit peu frappé et amusé, c'est qu'il dit dès le départ que le Conseil d'État a refusé de publier sa contribution, parce que c'est une contribution à un débat en réalité, ce qui témoigne quand même de la difficulté aujourd'hui en France d'avoir un débat et du refus de certains de l'avoir quand on dit des mots qui gênent, qui embarrassent. Deuxièmement, sur le fond, écoutez, oui, comme souverainiste, je ne peux qu'approuver ce qui est dit. Je vais rentrer ensuite dans le détail parce qu'il y a quand même un problème. Le Conseil d'État, on le voit bien, alors il cite le très célèbre Harry Nicolo de 1989 qui a consacré la supériorité de la directive sur la loi, enfin c'est un peu plus compliqué, mais globalement qui a mis en infériorité juridique la loi nationale. Et effectivement, c'est une rupture avec tant de siècles d'histoire et une rupture en réalité avec la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Et il explique à quel point le Conseil d'État se soumet et est une des causes de l'affaissement de la souveraineté de la France. Bien sûr, vous savez, moi j'ai une anecdote, j'avais discuté avec un éminent conseiller d'État, je ne donnerai pas de nom, il n'est plus en fonction, et qui m'avait dit la plus grande fierté de ma carrière au Conseil d'État, c'est d'avoir réussi à y ajouter un drapeau européen sur le fronton. Puisqu'auparavant, il n'y avait qu'un drapeau français. Depuis quelques années, ou un peu plus, il y a un drapeau européen en plus. Et c'était sa plus grande fierté. Et il était sincère en me le disant. Donc ça témoigne, si vous voulez, d'une sociologie, d'un état d'esprit. Il ne faut pas oublier quel est ce qui alimente en termes humains. Il ne faut jamais oublier dans les analyses qui alimentent les rangs du Conseil d'État. Il y a l'ENA, enfin le nouveau INSEP, c'est ça, et d'autres, et en réalité des écoles du pouvoir qui, sauf rare exception, je crois en faire partie, vous bourrent le crâne d'européisme et d'idéologie très anti-nationale. Il faut quand même être bien conscient de ça. Le problème que j'ai avec cette tribune, c'est que c'est un peu simple de dire le problème c'est le Conseil d'État et de n'en tirer aucune conclusion derrière. Non, le problème il est politique fondamentalement. Le problème c'est que notre pays appartient à l'Union européenne et donc le Conseil d'État est embarqué dans un ordre juridique supranational. Et même si le Conseil d'État, par extraordinaire, devenait demain un grand défenseur de la souveraineté nationale, ce qui, à mon avis, n'est pas près d'arriver, eh bien, il serait soumis à une cour de justice de l'Union européenne, à des cours supranationales, il y en a d'autres, qui estiment exactement l'inverse. Et la France continuerait d'avoir sa signature sur les traités européens qui, de toute façon, reconnaissent la supériorité du droit européen. Donc la vraie solution politique, et qui manque cruellement dans cette tribune d'Arnaud Montebourg, c'est que la seule solution pour s'en sortir, elle n'est pas juridique, elle est politique, et c'est de quitter l'Union européenne. Il n'y en a pas d'autre. Le reste viendra. Si on quitte l'Union européenne, tout se remettra en ordre et on pourra réformer de fond en comble le Conseil d'État pour en faire de nouveau ce qu'il devrait être au service des Français et de nos libertés publiques et non pas aujourd'hui un instrument de l'européisme. Donc vous pensez que même avec des politiques peut-être plus adaptées, il serait impossible d'affirmer la souveraineté française au sein de l'Union européenne ? Strictement impossible, et je sais que certains le proposent. Je sais qu'il y a chez LR, on est en campagne européenne, j'entends le RN, Reconquête, LR dire il suffirait d'ajouter une petite clause dans la Constitution française ou de faire un référendum, etc. Non, d'abord, il y a une clause dans la Constitution française qui a été rajoutée après Maastricht à l'article 88 qui dit que notre pays appartient à l'Union européenne. Et ça, tant que vous n'enlevez pas ça, vous êtes coincé. Et deuxièmement, encore une fois, vous ne pouvez pas d'un côté dire une chose et d'un autre côté, en réalité, vous soumettre à autre chose, à l'inverse, parce que vous maintenez la signature de la France sur des traités.
soit vous êtes conséquent et vous retirez la signature de la France de ces traités, et là, vous réaffirmez sérieusement votre souveraineté nationale. Il y a des choses à faire. Il n'y a pas d'ailleurs que quitter l'Union européenne. Il y a d'autres instances à quitter. Je cite la CEDH, par exemple, et d'autres. Et puis, il y aura d'autres mesures à prendre, strictement nationales. Mais vous ne pouvez pas défendre la souveraineté nationale tout en étant membre d'une instance qui est fédérale et qui le sera de plus en plus, puisque je vous signale que le prochain traité qu'ils sont en train de nous mijoter pour l'après-européenne, Mario Draghi avait craché le morceau, j'en avais parlé il y a plusieurs mois, c'est de transformer l'Union européenne en un État, je reprends ces mots, par un nouveau traité. Donc là, vous serez pris jusqu'au cou dans un système qui vous dépassera complètement. Non, la vraie suite logique, si vous voulez retrouver votre souveraineté nationale, c'est de dénoncer ces traités, c'est donc de quitter l'Union européenne. C'est une perspective dont il ne faut pas avoir peur, c'est une perspective de liberté et d'indépendance et qui est la seule à pouvoir régler le problème que dénonce Arnaud Montebourg dans cette tribune. On va y revenir dans un instant, il est presque 8h et tout de suite c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Or, Florian Philippot, on avait fini avec vous, je reprends avec vous et puis on donnera ensuite la parole à Guylain Benessa. Arnaud Montebourg explique « L'union ne peut pas être l'uniformisation ». Alors pensez-vous que ce problème de souveraineté s'inscrit dans une volonté plus globale et philosophique, au-delà du droit, de gommer toute différence historique, politique ou culturelle entre les pays européens ? Oui, à l'évidence. Et ça ne remonte pas à hier. C'est un projet très ancien. L'idée cachée, en fait, si vous voulez, il y a un projet qui est non dit, mais il faut lire les père fondateur de l'Union européenne, pour le comprendre, c'est d'essayer de créer un peuple, un État unique européen et de gommer intégralement la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, etc., dans une espèce de projet complètement fou, complètement hors sol, et en fait d'une grande violence. Parce que quand vous allez contre le réel, l'existence de nations, de civilisations, qui ont des siècles, qui ont des millénaires pour certaines, au nom d'une idéologie européiste, vous faites des dégâts considérables. Et on le voit bien d'ailleurs. Et effectivement, c'est l'uniformisation jusqu'à la langue, puisque à Bruxelles, ce qui est d'ailleurs paradoxal puisque le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, il y a, je crois, plus que Malte et l'Irlande qui ont l'anglais comme langue officielle. Pourtant, c'est l'anglo-américain plus exactement, est de plus en plus dominant. Vous voyez, jusqu'à la langue unique. Au détriment du français notamment. L'uniformisation juridique, l'uniformisation des normes, l'uniformisation de la politique étrangère, on le voit bien, qui est en fait calqué sur Washington, l'uniformisation de tout, et par la destruction de la diversité pourtant magnifique des nations, des pays, des peuples du continent européen. C'est très violent, c'est très brutal, ça ne nous apporte rien à nous, rien du tout, si ce n'est toujours plus de misère, de sentiments en plus de perte de contrôle sur notre pays et notre destin, ce qui est très violent là aussi, moins en moins de liberté, plus en plus de risques de guerre. Non, plus on avance, plus le projet européiste en réalité se dévoile. Et c'est pour ça qu'il apparaît aux yeux de tous comme ce qu'il est, c'est-à-dire un projet éminemment anti-humaniste et extrêmement violent, dont nous devons nous libérer le plus vite possible, loin des artifices, des mensonges de campagne des uns et des autres que j'ai cités avant, RN, Reconquête, tout ce que vous pouvez citer, LFI, LR, tout ce que vous voulez, qui vous font les mêmes promesses tous les 5 ans aux élections européennes, qui vont changer tout ça, on va voir ce qu'on va voir, ils vont vous faire un référendum magique, etc. Tout ça, c'est toujours la même chose, rien ne viendra. La seule issue, c'est de quitter ce système et d'être de nouveau un pays libre. Alors, une dernière question, si vous me le permettez, avant de vous libérer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'importance du droit européen remet en question la démocratie ? À l'évidence. Vous avez un droit qui, aujourd'hui, s'impose à nous, qui n'est pas fondé sur un débat devant les citoyens, qui n'est pas fondé sur un dialogue avec les différents secteurs de la société, dont les gens n'ont même pas idée.
vous avez non seulement le droit créé par les traités, les directives, les règlements, mais vous avez aussi un droit créé par une jurisprudence très abondante de la Cour de justice, de l'Union européenne. Vous avez aussi d'ailleurs la CEDH hors Union européenne. Donc à l'évidence, c'est un énorme problème démocratique. Ce système est foncièrement antidémocratique. Il ne peut pas l'être. Il est même tyrannique puisque, en plus, au sein même de son organisation, il ne connaît pas la séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de réelle séparation des pouvoirs. Tout est enchevêtré au sein de l'Union européenne. Donc c'est la définition d'une tyrannie. De toute façon, toute la construction européenne aujourd'hui, qui est une destruction, est foncièrement antidémocratique. On l'a bien vu lorsque les référendums sont annulés, lorsqu'on fait revoter les gens jusqu'à ce que ça rentre. De toute façon, il y a de moins en moins de référendums parce qu'ensuite, les gouvernements anticipent, ils font même plus de référendums et les choses s'imposent. Hier, les motards qui défilaient, je le signale quand même, en nombre dans les rues de France, ils défilaient contre un contrôle technique pour les 2 roues motorisées. C'est juste l'application d'une directive européenne. Et ça, c'est partout. Et où est-ce que ça a été discuté? Où est-ce qu'on a débattu de ça? Nulle part. Voilà. Alors effectivement, pour revenir à Montebourg, le Conseil d'État participe à un rôle actif là-dedans, par idéologie, par construction, mais tout simplement aussi parce qu'on est embarqué dans l'Union européenne. Donc n'accablons pas seulement le Conseil d'État, accablons les responsables politiques français qui nous maintiennent dans ce système. Florian Philippot, merci beaucoup de nous avoir donné un petit peu de votre précieux temps pour nous livrer cette analyse. On va décortiquer tout ça maintenant avec Guilain Benessa et puis on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Guilain Benessa, à nous. Beaucoup de choses à dire après cette intervention de Florian Philippot. Alors pour commencer, est-ce que vous partagez son constat? Est-ce qu'on est réellement coincé à partir du moment où on fait partie de l'Union européenne? Alors, pour rebondir exactement sur les propos de Florian Philippot, en fait, 2 choses, Liselotte, je me permets. Première chose, je me rends compte, vous savez que j'ai un bouquin qui sort sur l'Europe dans 2 semaines, et en fait, je me rends compte moi-même de la logique intrinsèque de travailler sur l'état de droit, sur l'Europe et sur le référendum, qui sont mes 3 livres, en fait, récents. Je fais pas ça pour la promo, en tout cas pas uniquement, parce que, en fait, j'ai essayé de démontrer précisément les verrous en fait successifs qui s'accumulent, c'est-à-dire le verrou de l'état de droit, le verrou de l'impossibilité de faire un référendum et le verrou européen, qui est le sujet du jour, pour lequel nous discutons de la chronique, enfin plutôt de la petite tambouille révélée par Arnaud Montebourg dans le Conseil d'État. Et en fait, j'ai une anecdote très simple et il faut que les auditeurs comprennent cela pour à mon avis saisir l'ampleur du désastre et surtout la magnificence du verrou qui a été créé par l'Union européenne. En 2020, donc à l'orée, vous savez, du Covid, la France a choisi, c'est une anecdote qui n'est pas grand-chose, que je révèle dans mon livre justement, qui s'appelle « On marche sur la tête », mais une anecdote qui dit tout, vous savez, de l'interpénétration des cours et des juridictions. En 2020, à l'orée du Covid, la France choisit un magistrat français donc l'émissaire français pour siéger à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas rien, hein. Il y a un juge par État, c'est même fondamental. Hein. On tape suffisamment sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour se demander qui siège là-bas. Donc la France choisit son candidat, d'accord ? Son candidat s'appelle Mathias Guillaumard et lui-même un ancien membre du Conseil d'État, donc le fameux Conseil d'État que critique Arnaud Montebourg, mais plus profondément encore, il était magistrat au Conseil d'État dans une affaire fondamentale. C'est lui qui a, si vous voulez, c'est un rôle particulier au Conseil d'État, mais c'est un magistrat qui a conseillé au Conseil d'État, au juge du Conseil d'État, qui leur a conseillé de verrouiller une bonne fois pour toutes la primauté des directives européennes sur la loi française. Ça veut dire qu'un agent littéral de l'aplatissement de la France au droit européen se retrouve parachuté quelques années plus tard, émissaire français à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui veut dire, si on résume, et pour vous répondre clairement, en fait, le verrou, il est total, c'est-à-dire que ce soit le Conseil d'État, la Cour de justice de l'Union européenne ou même la Cour européenne des droits de l'homme, on a des magistrats, si vous voulez, qui changent d'office, mais qui sont toujours les mêmes, qui ont la même idéologie, qui sont nommés un coup en France à la tête du Conseil d'État, un coup en Europe au Cour européenne des droits de l'homme, ou alors même à la Cour de justice de l'Union. Ce qui veut dire que si on ne touche pas à l'ensemble des tours, qui guident l'ensemble, de toute façon, au bout d'un moment, un des verrous nous empêche d'avancer. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de taper sur un morceau si on ne tape pas sur le tout, parce qu'au bout, quoi qu'il en soit, ça passera par un bout ou un autre, simplement. Vous parliez de cette idéologie commune, est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors,
c'est diablement simple. C'est diablement simple. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec Florent Philippot, j'ai l'impression, mais je le fais parler alors qu'il n'est plus avec nous. J'ai le sentiment que il vient de dire à l'instant que l'idée des pères fondateurs européens, c'était l'idée de créer un peuple européen, de remplacer les peuples nationaux, de remplacer les identités nationales. Moi, je crois plutôt que, mais peut-être que c'est ce qu'il a voulu dire, hein, faudrait qu'on en débatte directement. Moi, je pense surtout qu'en fait, ils en ont strictement rien à faire de la question des peuples. C'est-à-dire qu'on n'a pas remplacé, on a juste détruit. On n'a pas tenté de supplanter, on a juste tout cassé. Je pense que, je crois profondément qu'on ne peut pas juger un édifice, on essaie de faire croire le contraire depuis des années, on ne peut pas juger un édifice si on ne voit pas, si on ne regarde pas la main fondatrice de cet édifice. Je prends deux exemples. Notre Cinquième République, hein, qui est fondée à l'origine sur le référendum et sur la démocratie directe, c'est ce qui est fini aujourd'hui, hein, parce que tout le monde l'a flingué. Mais notre démocratie française a été fondée en 1958 par le père du référendum de la démocratie directe, qui s'appelait le général de Gaulle, 1958. Or, l'Europe, la construction européenne a été créée par Jean Monnet et Robert Schuman. Jean Monnet et Robert Schuman sont des gens qui détestaient la démocratie directe, détestaient le référendum, détestaient le peuple, l'avouaient clairement dans leurs mémoires respectifs. Je veux dire, les mémoires de Jean Monnet sont édifiants en la matière. Hein, il dit « pas besoin de peuple pour faire l'Europe, on la fera sans eux ». Ce qui veut dire qu'en fait, qu'on prenne le fil rouge de la construction européenne, il est fondé sur la construction d'une Europe qui flingue définitivement, vous savez, le vulgum pecus, ce vil peuple qu'on n'a plus envie de faire exister. Ce qui veut dire qu'au bout, lorsque concrètement on a, et Florian Philippot le disait très bien, une Europe fondée sur une absence de séparation des pouvoirs, c'est-à-dire une tyrannie, une Europe fondée sur des normes que personne ne connaît, une Europe fondée sur des élections européennes bidons, parce qu'en réalité, tout le monde se fout complètement des députés du Parlement européen qui n'ont concrètement aucun intérêt. Je veux dire, tout se passe à la Commission, le Parlement n'a presque aucun pouvoir, il y aurait énormément à dire en la matière, ce qui fait que de toute façon, à la limite, je vais vous dire, le rêve européen est en train de se réaliser, c'est-à-dire que si un jour, on nous dit on aura un État européen, moi je dis, on l'a déjà. Ça fait 50 ans que la jurisprudence européenne a flingué la souveraineté des États et a mis en place un édifice qui fonctionne sans ces États. Donc, formellement, je suis d'accord, on n'a pas encore un État européen, on n'a pas encore un super État européen, mais on a toutes les compétences du fédéralisme depuis des années, et je finis juste, mais je tiens à le dire aujourd'hui, moi je suis tombé dans le souverainisme, non pas parce que je l'étais de nature, mais parce que quand j'ai fait mes études en droit européen, il y a 20 ans, je me rendais compte que étudier le droit européen voulait dire étudier un droit qui littéralement signifiait flinguer la souveraineté française. Ce qui fait que quand vous êtes dans un amphithéâtre, vous avez 400 étudiants, et vous êtes le seul à vous dire « Non mais attendez, il y a peut-être un petit problème dans tout ce qu'on apprend. » C'est qu'en réalité, personne ne pose la question de la légitimité de règles qui ne sont jamais votées, mais qui passent par des cours de justice. C'est que si vous voulez, le fiel ou la propagande a si bien agité les consciences que plus personne même ne s'élève dans un amphithéâtre, et en bout, on a, vous savez, des IEP qui sont gangrénés par la pensée européenne centrée et qui, de toute façon, chaque année récitent le bréviaire à l'image de notre président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron et qui récite le bréviaire de la souveraineté européenne tous les 4 matins. Vous parliez de tyrannie, d'élections bidons, vous remettez en cause la légitimité de ces règles qui finalement ne sont jamais vraiment votées. Est-ce que vous rejoignez donc le constat de Florian Philippot qui explique que c'est une atteinte à notre démocratie aujourd'hui d'être soumis à ce point à l'Union européenne ? Alors, deux remarques sur les propos de M. Philippot. Alors, premièrement, oui, sur le constat en tant que tel, je ne peux pas ne pas le partager. Et je vais être plus précis encore. Je pense que si on est un juriste sérieux, on est obligé de le partager. Pourquoi ? Parce que vous savez, on a beau me vendre toutes les imbrications, les artifices, les supercheries, même les articles aussi intelligents qu'ils soient sur le sujet, j'en reviens. Et vous savez, j'ai mon bouquin, encore une fois, qui sort dans 2 semaines, que j'ai coécrit avec Guillaume Bigot. On a une formule dans le livre, et j'y tiens beaucoup. Vous savez, une formule qui vient de la Bible. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, Dieu et Mammon. Parce que à partir du moment où on sert 2 maîtres à la fois, on risque en réalité toujours d'en servir un et d'affaiblir l'autre, ou de servir le deuxième et d'affaiblir le premier. Parabole biblique par excellence. Je pense qu'un juriste sérieux est obligé de reconnaître que la souveraineté, vous savez, c'est la compétence de la compétence. C'est-à-dire, le souverain est celui qui est maître de sa compétence. Il peut battre monnaie,
rendre la justice, faire la police, rendre la loi, etc. On ne peut pas avoir deux souverains, ça n'existe pas. Depuis le XVe siècle, depuis Hobbes, Rousseau, Montesquieu, ça n'a jamais existé. Donc nous vendre qu'il y a deux souverainetés compatibles, l'Europe et la France, c'est pas vrai. L'Europe veut être souveraine pour affaiblir la France parce qu'elle l'a déjà flinguée. Si la France veut récupérer sa souveraineté, elle est obligée de la contester à l'Union européenne. Sinon, elle va de toute façon être destinée à finir au cimetière des idées perdues. Par contre, là où, pour vous répondre, deuxième observation, là où je suis pas tout à fait d'accord avec Florent Philippot, même pas du tout, j'estime, peut-être que je suis un idéaliste chevronné ou on me dit plutôt que je suis un tragique, hein, mais bon, ça m'arrive. Soyons idéalistes 2 minutes. Personne n'a tenté depuis 60 ans la politique de la chaise vide. Personne. On a des partis politiques vendus au système, toujours, qui ont obtenu plus ou moins de députés. On a focalisé notre regard sur les élections européennes en disant tous les 5 ans, vous savez, ça se joue là. Donc on fait miroiter le rêve d'une autre Europe. Vous savez, tous les 5 ans, LR, le RN, enfin le Front National hier, etc., faisaient miroiter l'idée d'une autre Europe. Moi, ce que je prétends, c'est que pour l'instant, personne, ne s'est jamais assis en Europe en tant qu'émissaire français, hein, pour dire non, je refuse d'appliquer tout ça. Je vous rappelle que je suis souverain. Donc, on n'a jamais eu un émissaire violent qui a fait le travail. Et de deux, on n'a jamais agité le spectre que la France refuse d'appliquer les règles. Or, moi, je prétends que la France, cofondateur de l'Union européenne ou de la construction européenne aux côtés de l'Allemagne, etc., si la France dit demain, je refuse d'appliquer le droit européen, j'en ai rien à cirer de toutes ces règles, il n'y a en réalité plus d'Europe. Ça veut dire que je pense que ce bras de fer-là en intérieur, on pourrait nous le jouer, parce que contrairement à la Pologne, à la Hongrie ou d'autres pays d'Europe centrale, pour lesquels j'ai le plus grand respect, hein, c'est pas la question, mais ils ne peuvent pas faire plier Bruxelles, alors que moi je pense que si la France se lance dans un bras de fer de cette nature avec des gens qui veulent le jouer à fond, je ne vois pas une seule seconde comment l'Europe peut s'en sortir, à moins de financer sa propre destruction, très honnêtement. Mais il faut par contre le jouer avec un courage et avec un sens de la souveraineté, je veux dire, à la De Gaulle, qui est de toute façon plus du tout en l'air du temps, c'est-à-dire assumer une rupture de banc par excellence. C'est assez rassurant finalement ce que vous nous dites parce qu'on a souvent l'image d'une France très affaiblie. Là, vous êtes en train de nous dire que demain, si on en avait la volonté, on pourrait parfaitement s'opposer à l'Union européenne. Vous savez, j'ai deux analyses peut-être un peu trop simples. Je ne sais pas, moi, je ne prétends pas que la simplicité soit toujours de mise, mais vous savez, en juin 40, De Gaulle, il est presque tout seul, hein, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les livres d'histoire, les manuels d'instruction civique, comme on dit dans les écoles, ont ratiboisé le génie de De Gaulle pour en faire, vous savez, un grand personnage rassembleur et sympathique. À l'origine, c'est quand même presque un traître, hein, aux yeux de la France qu'il détestait. Je veux dire, la France légale a abhorré le général De Gaulle, et d'ailleurs, Jean Monnet rêvait de faire flinguer le général De Gaulle. Donc, pour preuve, on l'aimait pas beaucoup quand même, hein. C'est-à-dire qu'en juin 40, quand il décide de quitter, d'aller à Londres, il est presque seul. En gros, c'est un fou furieux. Vous voyez, on dirait aujourd'hui c'est un fou furieux. Moi, je prétends que si c'était un fou furieux en 40, je pense qu'il est au moins plus simple et au moins dangereux d'aller jouer le fou furieux dans l'Union européenne pour dire je refuse de respecter les règles de l'Union. Premier élément. Ça me paraît, si vous voulez, une folie très maîtrisée, quelque chose comme ça. Ensuite, deuxième remarque, peut-être là encore je suis trop optimiste, mais j'ai l'impression que le verrou, vous savez, qui est tenu et qui nous empêche d'exister, ce verrou, il a quand même été fabriqué par des gens qui représentent une élite assez médiocre. C'est-à-dire que nos adversaires ou les adversaires de la France ne représentent pas pour moi un camp impossible à secouer. On n'a pas face à nous, vous savez, des gens armés de certitudes ancrées dans une philosophie très, très intelligente. On a des gens qui, globalement, sont arrimés, vous voyez, à des verrous juridiques, à des bouts de papier, à des verrous juridiques. Et je ne les conteste pas en soi, parce que je sais que le droit qui est du papier, c'est une arme qui peut nous faire tenir longtemps dans l'adversité. Je suis avocat, je le fais tous les jours, je connais mon métier tout de même. Mais il n'empêche, je pense que quelqu'un, vous savez, qui a une arme en lui qui s'appelle la conviction et la philosophie française, un type qui a en gros Péguy au fond des yeux, Bernanos au fond du cœur et De Gaulle quelque part dans la main, il peut renverser beaucoup parce qu'il a en lui le courage et la force de ses convictions. On a oublié que le risque, la prise de risque, que l'existence même de l'être humain, c'est de prendre un risque. Nous vivons au pays des artifices, des songes et du confort des 30 Glorieuses depuis trop longtemps.
les Français s'appauvrissent tous les jours à l'aune d'un rêve européen qui est devenu une chimère destructrice, si quelqu'un a la force de se lever avec ses convictions, moi je pense que beaucoup de choses sont jouables, mais que nous pensons à l'aune d'une matrice qui nous empêche de nous élever, de quelque part de vivre debout. Je réclame simplement un droit de vivre debout. Je ne sais pas si être fou, si ça nécessite d'être fou ou d'être idéaliste, mais peut-être juste un minimum, je ne sais pas moi, de faire revivre un rêve français, vous voyez, tout simplement. Ce sont de beaux mots, Guylain Benessa. J'aimerais revenir au Conseil d'État. Arnaud Montebourg s'attaque particulièrement à 2 arrêts, en l'occurrence l'arrêt Nicolo et l'arrêt French Data Network. Alors là, on a parlé des problèmes de fond et qui finalement se logent dans la création même de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez malgré tout que sans ces 2 traités, la situation aujourd'hui pourrait quand même être significativement différente ? Sans ces 2 traités ou sans ces 2 arrêts? Sans ces 2 arrêts. Alors, significativement différente. Non, je ne le pense absolument pas. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, Nicolo, Florent Philippot en parlait tout à l'heure, ou French Data, c'est des arrêts fondamentaux, je suis d'accord. Mais en fait, c'est des arrêts qui, de toute façon, dans le modèle tel qu'on l'a conçu, auraient fini par advenir. Je prends un exemple très simple. Nicolo a posé, grosso modo, la supériorité si vous voulez, des directives européennes sur la loi française, grosso modo, avec une question d'articulation chronologique quant à savoir quelle est la norme, comment est-ce qu'elle est prise et quelle est la norme antérieure ou postérieure qui prévaut. C'est ça les questions qu'on se posait. Vous savez, est-ce que la loi française prévaut lorsqu'elle est antérieure, lorsqu'elle est postérieure par rapport au droit européen? Vous voyez, c'est des questions d'articulation et de chronologie. Pour moi, c'est problématique qu'elles aient été posées ou réglées par Nicolo, qu'elles aient été amplifiées par la jurisprudence postérieure. De toute façon, elles étaient amenées à être prises dans la mesure où l'Europe, et je le disais tout à l'heure, ne peut pas réclamer la souveraineté sans en même temps vouloir que les cours acceptent l'inféodation. C'est-à-dire, on ne peut pas penser que Nicolo, dans les années 80, aurait pu ne pas exister dans les années 90 ou 2000, parce que c'est soit tout, soit rien. Alors ensuite, je comprends ce que dit Arnaud Montebourg, qui là-dessus a lui-même une position, on va dire, je sais pas, un souverainiste de gauche, quelque chose comme ça, qui est légitime en termes de danger. C'est-à-dire que lui, il essaye de détricoter, vous voyez, des morceaux ou des jurisprudences problématiques qui ont porté des coups de canif sur le dos de la souveraineté française. Je le partage. Mais de toute façon, si on prend la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction criminelle française, enfin, de droit privé française, si on prend le Conseil d'État, qui est donc la plus haute juridiction, de l'ordre administratif français. Si on prend la Cour européenne des droits de l'homme, siégée à Strasbourg, qui dépend du Conseil de l'Europe, qui n'a organiquement rien à voir avec l'Union européenne, mais qui en même temps a une jurisprudence cousine de celle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est basée à Luxembourg, vous voyez qu'on a 4 juridictions qui en fait rendent petit à petit des jurisprudences qui de toute façon s'interpénètrent, discutent entre elles sous l'égide même du Conseil constitutionnel. Donc vous voyez que taper sur l'une n'a aucun intérêt, parce que de toute façon l'autre finira par faire le travail que la première ne fait pas. Donc, soit on comprend qu'il y a un dialogue global entre toutes ces cours suprêmes, si je peux dire, soit on s'attaque par morceaux à des espèces d'effluves de problèmes qui ne règlent nullement le reste du carcan. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous prends un exemple, permettez, Liselotte, un exemple simple. On a récemment le Conseil constitutionnel qui a censuré le RIP, le référendum d'initiative partagée, qui a été lancé par par les LR, pour relancer le référendum sur l'immigration. Or, le problème, c'est que le Conseil constitutionnel a censuré au nom de principes qui sont extrêmement proches de principes qui sont rendus par les juridictions européennes. Ça veut dire qu'en fait, le Conseil constitutionnel, il a sabordé le RIP sur le fond du dossier en s'armant de principes qui sont certes liés à sa jurisprudence, mais qui est cousine à celle du droit européen, que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Donc tant qu'on ne s'attaque pas à l'ensemble de ces cours suprêmes, ça ne sert à rien de s'étonner que l'une d'entre elles sabote la souveraineté qui s'appelle le Conseil d'État. De toute façon, l'idéologie a pris et surtout, c'est un artifice global. Si on veut en sortir, il faut de toute façon refuser d'appliquer tout ça d'un seul tenant et mettre à mal tout cela, soit par un référendum, soit au moment des présidentielles, c'est-à-dire avec un projet global. Les élections européennes ne serviront à rien, elles ne sont qu'un morceau d'un maillage global qu'il faut faire tomber pilier par pilier. Il nous reste quelques secondes. Vous pensez que des élections, justement, pourraient changer tout ça et faire tomber cet édifice ? Oui, alors je le crois profondément.
Je crois vraiment profondément. Je pense que tout se joue lors de la seule élection qui compte, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Les autres élections, vous savez, j'ai tendance à croire, on nous a, je caricature un peu, mais la chose est simple. Les élections présidentielles sont suivies d'élections législatives qui, même lorsqu'elles sont perdues, n'offrent aucun intérêt, puisque vous avez vu, le camp macroniste a perdu globalement les législatives, on a eu un Premier ministre, puis un deuxième, rien n'a changé. Le 49-3, etc. On a ensuite des élections intermédiaires, européennes, départementales, régionales, enfin, tout ce que vous voulez, qui ne servent à rien, puisque de toute façon, l'idéologie au pouvoir reste en place. Donc tout se joue lors de la seule élection reine, qui s'appelle l'élection présidentielle. Un candidat qui viendrait avec un programme qui n'est pas nécessairement un programme de droite ou de gauche. Je veux dire, c'est même pas intéressant de le poser comme ça. Un programme qui est pour ou contre l'idéologie antinationale. Un programme qui est pour ou contre le destin de la France. Un programme qui est pour ou contre la fin, le pouvoir ou la reprise du pouvoir aux Français. C'est-à-dire redorer le blason, vous savez, autant des retraités, des classes moyennes, des couches populaires, etc., qui subissent tous les jours les contradictions de l'Europe qui nous affaissent, en fait, qui nous appauvrit. Je suis certain qu'à partir de là, quelque chose est jouable. Par contre, l'élection deviendra, à mon avis, un parcours semé d'embûches, et surtout derrière, le bras de fer à mener, il est somptueusement raide. Mais vous savez, c'est pas parce que c'est raide qu'il faut pas le mener, et surtout, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'un homme du système le gagne. Par contre, quelqu'un qui se lèverait anti-système quelque part, qui ne joue pas avec les cartes avec lesquelles nous jouons de façon fallacieuse depuis 60 ans, je ne vois pas en quoi un jour quelque chose n'est pas jouable, sincèrement. Merci beaucoup Guillaume Benessa. Alors on n'est pas très très optimiste, mais malgré tout on garde espoir avec ces quelques mots. On vous retrouvera très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous.